comprendre le présent, mais aussi le passé. Et c'est pour cela que nous faisons appel à des analystes et à des historiens, comme ce soir, avec Thomas. L'actualité en Palestine et en Israël est franchement cruelle et toujours plus dure. Vous avez écouté les informations, encore la violence des colons, la violence, l'impunité de l'armée. Il y a toujours un cran qui est franchi et il y a de quoi être, non pas découragé, nous ne le sommes pas, nous refusons d'être découragés, mais d'avoir beaucoup de doutes sur l'avenir. Et l'actualité nous renvoie de la société israélienne une image qui ne prête pas à l'optimisme. Et c'est bien cette société israélienne que nous connaissons mal et qu'il faut pourtant connaître pour comprendre comment on peut trouver là l'espoir pour construire un futur juste et durable pour les Israéliens et les Palestiniens. C'est pourquoi l'histoire peut nous aider à prendre du champ. Soit on prend le temps, on ne répond pas à l'actualité, mais on prend de la distance, on va s'intéresser à l'histoire des partis politiques en Israël, qu'ils soient arabes ou juifs d'ailleurs. Les deux sont abordés dans le travail de Thomas. On en a besoin ici parce que nous avons une conception franco-française de la politique, une conception binaire de la gauche et de la droite, et quand on suit un peu l'actualité politique israélienne, il y a de quoi ne pas être un peu étonné des alliances qui se produisent entre les différents partis. Très récemment, avec la succession des scrutins pour arriver à l'élection d'un Premier ministre et d'une coalition gouvernementale, on a vu des alliances entre partis complètement improbables, et c'est vraiment quelque chose que nous avons du mal à comprendre. Donc là aussi, il est intéressant d'avoir les explications, le regard de l'historien pour essayer de mieux décrypter et voir quels sont les réels enjeux. Nous sommes nombreux à douter de voir émerger en Israël des forces capables de promouvoir l'égalité des droits, mais nous avons envie de rester lucides et optimistes. Il faut également dire que Thomas fait partie des instances nationales de l'association France-Palestine Solidarité. Mais ce soir, c'est bien l'historien qui va nous parler et qui va nous présenter les éléments de ce livre. Alors avec un titre qui interpelle, l'échec d'une utopie, ça interpelle, ça provoque même. Par contre, le sous-titre, une histoire des gauches israéliennes, annonce bien le contenu de travaux d'un historien très documenté, avec une écriture que j'ai trouvée très, très limpide, très, très facile à lire. Merci. Et merci pour ce travail, Thomas. Je te donne la parole. Merci pour cette introduction et merci de m'accueillir à Montpellier ce soir. Je vais essayer du coup de présenter un peu ce qui a animé chez moi l'idée de vouloir faire ce livre, sans forcément rentrer dans tous les détails et les méandres, mais au moins pour présenter un petit peu un panorama pour que celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore pu se procurer le livre et le lire puissent débattre avec nous et comprendre un petit peu là où je veux en venir et participer avec nous à un débat. Alors prenons un élément d'actualité comme point d'appui. Le 22 octobre dernier, l'État d'Israël a placé 6 ONG palestiniennes qui sont parmi les plus actifs dans la défense des droits humains sur la liste des groupes considérés comme terroristes. Juste après, 48 heures après, le même État d'Israël, le même gouvernement, a annoncé un appel d'offres pour la construction de plus de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie dans les colonies israéliennes. C'est dire à quel point ce gouvernement, qui compte en son sein 2 partis historiques de la gauche israélienne, peut difficilement être assimilé comme une alternative à Netanyahou. On verra jusqu'où est-ce que ce terme peut aller. Même si, il y a eu des éléments qu'on peut considérer comme positifs ou intéressants. Je pense par exemple aux visites qui ont été faites par différents ministres du gouvernement, notamment ceux du centre-gauche, à Mahmoud Abbas, à Ramallah. On peut penser également récemment à l'annonce de la régularisation de 3 villages bédouins
situé dans le sud d'Israël, qui était une demande très longue de ces personnes-là pour être enfin raccordées à l'eau, à l'électricité, et ils l'ont obtenu. On peut également évoquer, plus récemment encore, l'annonce dans la bande de Gaza d'un droit d'élargissement de la zone de pêche, la livraison de carburant, l'autorisation de nouvelles exportations agricoles depuis la bande de Gaza. Bref, on peut dire que ce gouvernement de Naftali Bennett comporte certes des militants, des figures de la gauche en son sein, mais peut difficilement être considéré comme un gouvernement d'alternative, dans le sens où Bennett a annoncé d'emblée que son gouvernement n'annexera pas en Cisjordanie, mais ne formera pas d'État palestinien. Autant dire que les limites sont déjà posées. Ce qui me fait dire un petit peu que cette gauche aujourd'hui, son rôle, c'est d'être d'abord une variable d'ajustement gouvernemental. C'est-à-dire que dans le champ israélien qui sert en fait à faire des coalitions pour former un gouvernement, la gauche n'a plus que comme seul espoir d'entrer au gouvernement pour faire le complément. Mais en termes d'influence, c'est très compliqué. Pourquoi, du coup, est-ce que j'ai nommé ce livre « L'échec d'une utopie », titre volontairement, on peut dire un petit peu provocateur et qui a semé beaucoup de débats. Je vais donner 3 chiffres pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. Le premier, c'est le résultat de la dernière élection qui a eu lieu en mars 2021. Sur les 120 députés que compte la Knesset, 71 peuvent clairement être identifiés comme à droite au sein du Parlement israélien, avec toutes les variantes que vous pouvez imaginer en Israël de ce que c'est que la droite. Si vous prenez la première élection en Israël en 1949, on avait 72 députés sur les 120 qui étaient issus de la gauche, des 3 variantes de la gauche israélienne, sur lesquelles je vais revenir après. 2 études d'opinion, et je ne dis pas des sondages, je dis enquêtes d'opinion d'universités, d'ONG assez précises, montrent que chez les 18-24 ans, donc les juifs israéliens de 18 à 24 ans en Israël, 70% d'entre eux se disent proches des valeurs de droite plutôt que de gauche. 70%. Si vous prenez l'ensemble de la population juive israélienne et vous leur demandez de se positionner dans les valeurs droite, gauche, centre, etc., seulement 15% disent tout de suite valeurs de gauche. 15%. Le reste s'éparpille entre je ne sais pas, le centre et la droite. D'où l'idée que l'échec de cette utopie, c'est d'abord ce que j'appelle l'utopie sioniste de gauche, c'est-à-dire d'avoir pensé pouvoir créer par la colonisation un État pour la population juive et qui resterait sur des bases de gauche, socialisantes, comme vous voulez, on va définir un petit peu après ce que ça peut avoir comme élément. Si vous ne comprenez pas où je veux en venir, on va être encore plus précis. Prenons l'Israël d'aujourd'hui, tel qu'il est. Relisons les premiers textes des militants sionistes de gauche qui croyaient profondément dans l'idée de pouvoir créer un État pour les Juifs sur des bases de gauche. On a 2 cas de figure en regardant cet Israël d'aujourd'hui. Si ces militants qui aujourd'hui continuent à défendre le sionisme de gauche sont heureux que Israël existe tel qu'il est et qu'ils ne pensent pas que l'utopie est terminée, je pense que du coup ils sont plus nationalistes que de gauche. C'est-à-dire que comme l'évoquait Zisternel, l'historien, le sionisme de gauche, c'est d'abord un nationalisme qui est enrobé de socialisme. Si au contraire, ils voient bien que l'État d'Israël d'aujourd'hui ne correspond en rien à ce qui avait été imaginé par les pionniers du sionisme de gauche, dans ce cas-là, on peut espérer chez ces gens-là encore des éléments de gauche au détriment d'un nationalisme juif. Ce dilemme entre être pour un État d'Israël, donc être nationaliste juif, ou alors défendre avant tout un État progressiste, est au cœur du livre. Pourquoi est-ce que le livre, je le fais débuter à l'époque de la Palestine mandataire? Parce que j'estime que c'est à ce moment-là qu'il y a la première grande contradiction, ou la grande fracture dans ce que j'appelle les gauches israéliennes. Je ne refais pas l'histoire, mais je vous donne des éléments très, très simples. Au lendemain de la révolution russe, 1917, va s'animer dans la population juive de Palestine de l'époque un débat qui était déjà bien présent avant, mais qui là va être clair parce qu'il faut qu'on tranche la question. Est-ce qu'on s'organise sur une base d'alliance d'abord ethnique, c'est-à-dire d'abord les juifs s'organisent entre eux, ou est-ce qu'on s'organise sur une base de classe sociale? Et donc dans ce cas-là, l'objectif principal, ça va être d'unir les travailleurs arabes et juifs dans le cadre d'un mouvement de gauche. Ce débat va fracturer la population juive de gauche en Palestine, puisque une minorité va aller vers l'idée d'une alliance d'abord de classe sociale, c'est ça qu'on doit créer, parce qu'ils estiment qu'être marxiste, c'est ça.
Et donc dans ce cadre-là, ils vont créer notamment le Parti communiste de Palestine, qui va devenir ensuite le Parti communiste d'Israël. Et cette population-là va être minoritaire par rapport à la majorité, qui elle considère que la priorité première, c'est de créer un État pour la population juive, et cet État-là sera sur des bases de gauche. C'est le fameux sionisme de gauche. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait estimer que, et c'est d'ailleurs ça qui, moi, a animé l'idée du livre, que être sioniste et de gauche, c'est contradictoire, c'est impossible, il n'y a même pas de débat à avoir. Cette réponse ne m'a jamais satisfaite parce que, quand on va en Israël aujourd'hui, on rencontre des militants qui s'affirment profondément et sincèrement sionistes et de gauche, et que j'ai du mal à considérer comme des adversaires politiques. Je veux faire comprendre aux gens, ça veut dire quoi, à l'époque, être sioniste et de gauche. Et pourquoi, à l'époque, il n'y a pas forcément de contradiction dans le sens où, pour plein de gens, ça fait sens. Pour 3 raisons principales, à mon avis. La première, c'est que ces militants sionistes de gauche ont pour projet, pour ambition, de libérer, d'émanciper la population juive européenne qui est victime d'antisémitisme. À partir de là, toutes les attaques à leur encontre de racisme, pour eux, ça ne fait pas sens, puisqu'ils pensent être les principales victimes du racisme, donc créer un mouvement qui a pour but de libérer les principales victimes du racisme ne peut pas être vu comme réactionnaire, il est forcément progressiste, voire même révolutionnaire. Deuxième principe, ils ont en tête de créer un État progressiste. Ils sont persuadés que leur État va être progressiste. Et donc dans ce cadre-là, quand ils arrivent dans cette Palestine mandataire où la population arabe qui est présente n'a pas les mêmes idées politiques, n'a pas les mêmes valeurs qu'elle, eh bien ils pensent être une espèce d'avant-garde révolutionnaire. Ils pensent que c'est eux qui vont emmener le progressisme dans la région, le socialisme, le marxisme. Et donc, il n'y a pas de contradiction pour eux. L'État progressiste va profiter à la population locale. Troisième élément, certes, ils s'affirment comme des gens qui vont coloniser. On rappelle qu'à l'époque, en Europe, la colonisation n'est pas forcément vue comme quelque chose de contradictoire avec le fait d'être de gauche. La France connaît bien ça, d'accord ? Si bien qu'eux vont même aller plus loin, ils vont même considérer quelque part qu'ils vont décoloniser le territoire. Il y a des écrits assez clairs de sionistes de gauche qui disent à l'époque, mais nous, notre but, certes, on colonise parce qu'on veut développer nos idées progressistes, mais notre objectif final, ça va être d'arracher l'indépendance de cette terre aux Ottomans, puis ensuite, évidemment, aux Britanniques, quand les Britanniques vont remplacer les Ottomans. Le quatrième élément, qui va arriver sur le tas, bien plus tard, c'est le ralliement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'URSS à la création d'Israël. Où là, du coup, les débats ne font quasiment plus d'effet au sein de la population juive. Même le Parti communiste va se dire que finalement, cet État d'Israël va dans le bon sens de l'histoire, puisque même le pays symbole de la révolution de gauche nous soutient. Donc les débats n'ont plus lieu d'être. La troisième raison pour laquelle je veux débuter ce livre au moment de l'époque mandataire, c'est tout de même pour aller dans une volonté de, je dirais pas de briser parce que ce serait de me donner une importance que je n'ai pas, mais au moins d'essayer de vous faire comprendre que l'un des éléments du narratif sioniste de gauche, que j'ai souvent entendu et lu, qui est que la coexistence entre les populations arabes et juives en Palestine a été rendue impossible à cause de la violence arabe, ne tient pas. Il ne tient pas pour une raison centrale, c'est qu'aujourd'hui, et dans le livre je prends appui sur ça, il existe de nombreuses études qui montrent qu'en fait, dans cette Palestine mandataire, la séparation entre populations arabes et juives n'existe quasiment pas. Chez les populations élites et bourgeoises, on est d'accord, mais chez les travailleurs, elle n'existe quasiment pas. Je prends 2 exemples dans le livre, l'exemple des cheminots et des dockers. Vous savez que quand les Britanniques vont arriver en Palestine, ils vont développer à marche forcée l'industrialisation notamment des ports et des lignes de chemin de fer. Dans ces secteurs-là, les travailleurs arabes et juifs se côtoient, se mélangent, et ont comme premier réflexe d'essayer de former des collectifs, des groupes de travailleurs arabes et juifs. Celles et ceux qui vont fracturer ces mouvements-là, les voyant comme des menaces, ça va être quasiment systématiquement le mouvement sioniste, qui à l'époque va privilégier premièrement l'idée du travail juif, puisqu'il faut d'abord créer des zones autogérées pour les populations juives pour accueillir les nouveaux immigrés, et surtout deuxièmement, parvenir à ce que les entreprises et l'industrie juive puissent être autosuffisantes. Et donc dans ce cadre-là, toute alliance avec les populations arabes va nécessairement ralentir le processus de fabrication de l'État. Et ça, c'est important à avoir en tête, puisque ça permet de comprendre que la ligne de fracture, la ligne de séparation entre les deux communautés, date déjà de la Palestine mandataire, mais est d'abord liée à un projet. La discussion avec l'éditeur pour prendre le mot d'utopie, c'est que le livre devait sortir au moment de l'anniversaire de la création d'Israël, qui est souvent présenté comme une utopie qui s'est réalisée.
On dit souvent qu'Israël, c'est une utopie qui, en 50 ans, est parvenue à se réaliser. Et nous, on voulait prendre le contre-pied en disant, en fait, c'est une utopie qui s'est réalisée, mais qui est un échec aujourd'hui, parce qu'il ne correspond pas à ce qui a été pensé à l'origine, pour la population juive. Le deuxième point, quand on me dit, ça n'est pas une utopie, parce qu'une utopie, c'est forcément, entre guillemets, positif et bon pour tout le monde, là, je dis non. Je pense que des groupes politiques peuvent avoir leur propre utopie qui ne profiterait pas à tout le monde. Et on doit accepter, je pense que c'est l'idée, c'est qu'on doit accepter que l'utopie sioniste de gauche n'est peut-être pas la vôtre, la mienne, voilà, mais c'était la leur, et je pense qu'aujourd'hui, elle est en échec, cette utopie-là. Parce que ce qu'ils ont pensé, eux, en interne, c'est de vouloir créer un État pour les Juifs sur des bases de gauche, sans prendre du tout en considération la question palestinienne, parce qu'eux, ils n'en avaient rien à faire, ou du moins si peu. Aujourd'hui, elle est en échec parce que, l'État d'Israël n'est pas un État basé sur des bases de gauche, et deuxièmement, parce que la question arabe et palestinienne est pleinement présente dans l'État. Et va même jusqu'à aller, et c'est un petit peu la boutade comme font certains, c'est-à-dire en fait le titre, parce que parfois je suis excédé par les débats autour du titre du livre, des gens me disent, mais en fait, ils se trompent dans leur débat, ton livre, il n'est pas bon, pas pour le mot utopie, mais tu aurais dû mettre l'échec du sionisme tout court. Parce que l'État d'Israël a tellement colonisé qu'aujourd'hui le sionisme lui-même risque un jour de plus exister, puisque l'État ne sera plus à majorité juive. Donc c'est l'échec du sionisme tout court en fait, et pas juste du sionisme de gauche. Bon. C'est d'abord un contre-pied sur le fait de dire qu'Israël était une utopie qui s'est réalisée, et deuxièmement, j'accepte de dire que les sionistes de gauche avaient leur utopie, qui n'était pas la nôtre, mais c'était la leur. Ils pensaient créer un État de gauche pour les Juifs, et la question palestinienne ne serait pas présente du tout, et c'est leur utopie à eux que j'estime être en échec. D'où le fait qu'aujourd'hui il ne resterait en Israël comme alternative de gauche que celle d'une gauche qui prendrait en compte l'aspiration de la population arabe palestinienne. Cette gauche sioniste va être au cœur de la création de l'État jusque les années 70. D'abord et avant tout, si je peux anticiper une question du débat, oui, il y a des similitudes avec la situation française, évidemment. Puisque une des critiques que j'ai reçues, c'était de dire mais le livre n'a pas de sens, en France c'est la même chose, toutes les gauches sont en déroute. Je ne pense pas, personnellement, mais en tout cas oui, il y a des similitudes très claires entre la situation de la gauche française et la situation de la gauche en Israël. J'en vois au moins deux. Le premier, c'est qu'en Israël comme en France, les valeurs que sont le marxisme et le libéralisme peuvent être perçues comme parfois un petit peu, disons, désuées ou dépassées, quoique, mais en tout cas c'est un sentiment qui revient. La victoire du libéralisme auprès de nombreuses populations rend quelque peu dépasser toutes les luttes qui paraissent collectives. Je pense même au niveau des jeunes, la lutte pour les libertés individuelles, l'identité, etc. sont toujours aujourd'hui de plus en plus importantes que des luttes collectives, on doit travailler ensemble. Et là, il y a à mon avis une victoire vraiment du libéralisme dans les mentalités sur cette question-là. En tout cas, on pourra en discuter, mais en Israël comme en France, on a ces deux éléments à peu près communs, qui font que la gauche peut paraître un petit peu dépassée. Je vais essayer d'expliquer brièvement et de manière synthétique les différents éléments qui peuvent amener aujourd'hui à cette espèce d'état de délitement de la gauche en Israël. C'est en fait les éléments qui sont au cœur du livre, mais que je vais résumer en quelques points. Il y a, à mon avis, en Israël, des éléments structurants qui font que cette gauche est en déroute, ou en tout cas est aujourd'hui de plus en plus marginalisée. Le premier élément, c'est ce que j'appelle les changements sociologiques. Ceux qui suivent et qui connaissent l'histoire d'Israël ne vont pas être étonnés par ça, mais l'État d'Israël en 1948 est d'abord fondé par une population originaire d'Europe. Cette population-là, pour elle, les valeurs du socialisme, du marxisme, lui sont totalement connues, communes, ce sont des valeurs européennes. Israël va accueillir deux grandes vagues de population, plus encore, mais deux grandes et importantes, et déterminantes pour notre sujet. La première, dans les années 50-60, ce sont les juifs originaires du monde arabe, dits juifs orientaux. Cette population, lorsqu'elle arrive en Israël, elle va être complètement discriminée par le pouvoir de gauche qui ne comprend pas, ou plutôt comprend mais fait mine de ne pas comprendre, la volonté de cette population juive orientale de ne pas séparer l'identité juive religieuse de la culture juive. Je m'explique. Pour les populations juives européennes, l'idée que être juif c'est d'abord une identité et pas forcément une pratique religieuse, ça fait sens. Pour ces populations juives orientales, qui depuis des siècles, pour elles, leur identité c'est d'être arabe, mais leur culture et leur religion c'est d'être juif, pour eux ça ne fait pas sens de séparer les deux. Et que donc si c'est l'état des juifs où ils viennent de migrer, l'état doit être basé, en tout cas en partie, sur la religion. Ce n'est pas le cas quand ils y arrivent.
Quand ils y arrivent, il y a un statu quo avec les religieux et la synagogue est en partie, voire même en grande partie, séparée de l'État. Cette contradiction majeure, rajoutée à ça une volonté de l'État d'Israël de l'époque de retirer toute identité arabe de ces populations, va forcément entrer en conflit et en fracture. L'élément important va être qu'en 1977, lorsque la gauche israélienne va pour la première fois perdre le pouvoir, les 4/5 de la population juive orientale votent pour la droite. Pour différentes raisons, mais l'un des éléments premiers, c'est qu'il y a une volonté forcément de revanche, de reprise en main de l'État, et surtout de dire un petit peu à cette gauche qui leur paraît, entre guillemets, trop laïque, eh bien, on va vous montrer que si l'État est l'État pour les Juifs, eh bien dans ce cas-là, la question religieuse ne peut pas être mise de côté. Et aujourd'hui encore, moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que en 2019, la dernière fois que j'y suis allé, on trouve encore des personnes, des militants politiques de partis juifs orientaux ou des militants issus de la société civile israélienne mais qui sont dans différentes associations juives orientales, vous expliquer qu'ils ne voteront pas à gauche parce que la gauche est athée ou est contre la religion. C'est l'élément premier qu'ils vont mobiliser. La deuxième population importante à avoir en tête, ce sont les juifs d'ex-URSS. La question du judaïsme pour eux peut être débattue, mais on ne va pas faire le débat maintenant, peut-être après. Cette population va arriver dans les années 90 en Israël, et elles, politiquement, on ne peut pas les caractériser comme des gens religieux, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, il y a un attachement qu'on peut assimiler à un espèce de nationalisme exclusif, c'est-à-dire l'idée que pour que l'État fonctionne bien, il faut qu'il y ait une population, une nation qui soit bien homogène, donc le refus du melting pot et du multiculturalisme, et surtout que l'État appartienne bien à cette nation-là en question. C'est pour ça que politiquement, on va avoir un vote très nationaliste, nationaliste juif en l'occurrence, au détriment de toute idée d'idées progressistes ou d'ouverture aux libertés individuelles, aux questions que ce soit LGBT, que ce soit les questions multiculturelles, melting pot, etc. Là, on a vraiment deux populations qui vont alimenter progressivement le vote de droite. La question qu'on pourrait se poser, c'est que ces deux populations, aujourd'hui, forment en Israël les populations les plus pauvres, avec les ultra-orthodoxes, dont ils font en partie, notamment les populations juives orientales, mais forment les populations les plus pauvres de l'État d'Israël. Avant, évidemment, les populations arabes, ça va de soi. Israël, aujourd'hui, a un taux de pauvreté autour de 23%. 23% de personnes d'Israël vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le troisième pays le plus inégalitaire au sein de l'OCDE. On pourrait discuter de mais pourquoi ces gens qui sont si pauvres ne votent pas à gauche? La question peut se poser aussi en France. Pourquoi les pauvres votent plus à droite qu'à gauche? Mais bref. En Israël, il y a un élément qui me paraît important, c'est des études sociologiques, notamment du sociologue Nissim Mizraki, qui explique qu'en fait, on doit comprendre en Israël ce qu'il appelle, lui, l'incompatibilité des valeurs. Il explique, et je synthétise sa pensée en 30 secondes, évidemment que pour ces personnes-là, elles sont tout à fait conscientes des inégalités sociales en Israël. Elles sont tout à fait conscientes des problématiques sécuritaires ou que ce soit en Israël, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'arrive le moment de voter, dans l'échelle de leurs valeurs à elles, la première qu'elles vont mettre en place, c'est l'assurance que le parti qui va arriver au pouvoir va défendre un État où les populations juives seraient privilégiées et surtout resteraient juifs comme elles l'imaginent. C'est-à-dire que pour elles, voter à gauche, c'est d'abord voter pour un courant politique qui va défendre une séparation de l'État et de la synagogue, et surtout défendre des partis qui peuvent remettre en place une espèce d'État qui serait aux antipodes de ce qu'eux imaginent comme l'État où le judaïsme doit être au centre du pays. Pour les populations juives d'ex-URSS par exemple, vous avez l'idée que la gauche va renouveler des alliances avec les Palestiniens et, entre guillemets, vendre une partie du pays aux Palestiniens. Ça sort de question, ce pays il est à nous et il restera à nous. Et cette incompatibilité des valeurs, le sociologue l'explique comme étant la base centrale et qui détermine même le vote de ces populations en faveur de la droite. Il y a une étude qui est parue encore récente et qui m'a vraiment intéressé, une étude qui montre comment est-ce que se positionnent les jeunes juifs en Israël par rapport aux différentes identités. Cette étude montrait que à peu près 50% des jeunes juifs israéliens dont les parents ou grands-parents viennent d'Europe se définissent d'abord comme israéliens et après comme juifs. Donc pour eux, en fait, ce qui fait sens, c'est d'abord d'être israélien, dans tout ce que ça peut compter comme multitude. Aujourd'hui, en 2020, l'étude date de 2020, plus de 50% des jeunes juifs dont les parents viennent de pays du monde arabe, donc des jeunes juifs orientaux, plus de 50% se définissent d'abord comme juifs.
être israélien, pour eux, c'est secondaire, voire parfois tertiaire pour eux. Ils disent d'abord juif, ensuite juif oriental, et après seulement israélien. Là, ça dit beaucoup de choses au niveau même politique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée même pour eux que ce qui compte, c'est d'abord d'être israélien avec d'autres, non. Ce qui compte d'abord pour eux, c'est d'être juif, et donc de vivre ici en tant que de juif, et de garantir que cet État reste avant tout un État juif. Le deuxième grand point qui fait, à mon avis, qui est structurant pour comprendre cet échec de la gauche à garder pied auprès de son électorat et de la population, c'est la question de 67 et de la colonisation. Vous le savez, 67, guerre des 6 jours, l'État d'Israël conquit Gaza, Cisjordanie, Golan et désert du Sinaï, et va se mettre en place une colonisation, notamment, principalement aujourd'hui on le sait, en Cisjordanie. Cette colonisation, pour faire simple, amène 4 grands éléments. Le premier, l'État d'Israël met la main sur des ressources naturelles absolument importantes, qu'elle ne paye pas, mais elle en fait ce qu'elle veut. Deuxièmement, elle a accès à un marché, puisque les populations palestiniennes ont l'interdiction d'avoir des produits originaires des pays arabes à côté, mais ils vont forcément devoir consommer et acheter les produits israéliens, donc c'est un marché absolument important, et surtout la main-d'œuvre palestinienne est au bénéfice, en tout cas après 67, au bénéfice de l'économie israélienne. Deuxième grand point, l'État d'Israël, qui avant 67, il faut le savoir, exportait essentiellement des agrumes et la question aussi des diamants, qui étaient exportés par l'État d'Israël. Après 67, l'État d'Israël va mettre en place une industrie militaire absolument performante, qu'on connaît aujourd'hui encore comme étant l'une des principales dans le monde en termes de création d'armes, etc. Et ça va dater à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, une bourgeoisie va se mettre en place, fondée principalement sur cette industrie militaire, et basée également sur l'accaparement de terres en Cisjordanie, mais également dans le Sinaï et dans le Golan, et qui va en fait former une espèce de bloc colonial, bourgeois, entrepreneurial, évidemment très capitaliste, et qui ne souhaite absolument pas rendre la moindre portion de ses territoires aux Palestiniens. C'est inenvisageable. On a donc ce qu'on peut appeler un lobby colonial qui se met en place. Troisième élément qui est important, le principal allié d'Israël, qui était la France avant 67, avec quelques nuances, mais tout de même, au lendemain de 67, les États-Unis prennent le principal point d'appui, qui est le don de subsides à Israël, notamment pour former toute cette industrie militaire. Sauf qu'on ne devient pas un allié d'Israël sans forcément devoir se rallier à différents éléments économiques, et notamment l'entrée d'Israël à marche forcée dans le libéralisme international. Vous devez comprendre ici que dans les années 60, cette bourgeoisie que j'évoque qui se met en place en Israël, basée sur ça, la colonisation et l'industrie militaire, va, avec l'influence des États-Unis, vouloir se libéraliser et démanteler progressivement tout cet État qui était fondé par la gauche israélienne, d'État-providence, avec 80% de syndicalisation, presque 40% de services publics, etc. Tout l'État va progressivement se libéraliser. Et en se libéralisant, la gauche va commencer à perdre son électorat. D'abord parce que les classes populaires, j'ai expliqué avant pourquoi, ne votent quasiment plus pour elles, ils vont se tourner vers la droite, pour différentes raisons. Et deuxièmement, la bourgeoisie, qui pourtant était également un électorat important de la gauche, elle va se détourner au profit de la droite, qui espère enfin pouvoir libéraliser l'État et se s'émanciper de la mainmise du pouvoir étatique en Israël dirigé par la gauche. Et enfin, quatrièmement, n'oublions pas, aujourd'hui, vous avez autour de 700 000 colons, un peu moins de 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Électoralement, c'est un poids important pour la droite. Si vous prenez le résultat des élections de mars 2021, dans les colonies de Cisjordanie, sont arrivés en tête d'abord des partis de droite. Et le premier, c'est même pas le Likoud, c'est le parti kahaniste, donc suprémaciste juif. Deuxième, il y avait le Likoud, et troisième, c'était Yamina, donc le parti de Naftali Bennett qui est actuellement au pouvoir. Ça veut dire qu'un parti de gauche progressiste et qui dit, moi, ma ligne c'est clair, c'est le droit international, et uniquement le droit international et la défense d'un État pour les Palestiniens. Imaginons, ce parti-là va d'emblée démarrer sa campagne avec au moins 700 000 voix de retard. D'où la problématique pour la gauche aujourd'hui, c'est de trouver de nouvelles sources de voix. Où est-ce qu'on peut trouver de nouvelles voies pour justement pouvoir revenir un petit peu aux avant-postes. Et c'est tout le débat qu'on pourra avoir encore après et sur lequel je terminerai. Comprendre le délitement de cette gauche, c'est la question du processus de paix. Puisque sur cet échec complet
la perte du pouvoir en 1977, une colonisation complètement intensifiée par la droite et qui donc renforce encore plus la droite, la gauche va essayer de trouver un nouvel élan dans l'idée d'un processus de paix avec les Palestiniens. Ce processus de paix, pour faire très simple, la gauche a promis la paix aux Israéliens, mais en appréhendant avant tout la question du conflit sous la base de deux nations qui doivent s'entendre et trouver un terrain d'entente pour arriver à une espèce de séparation à l'amiable, si vous voulez. Mais la question coloniale n'ayant jamais été réglée, le processus d'Oslo a en grande partie capoté. Pourquoi? Parce que, clairement, avec la question coloniale n'ayant pas été réglée, tout État palestinien viable était absolument impossible. Tant que la question coloniale n'était pas réglée, la répartition des ressources, la possibilité pour les Palestiniens d'avoir accès à des frontières sûres, à la mer, aux airs, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire en gros, c'est que la mainmise israélienne était encore bien présente. Et surtout là où je veux en venir, c'est sur l'échec du processus de paix. Souvent, on date la fin du processus de paix à l'assassinat de Rabin, et ensuite la perte d'élection de Pérez, puisque Rabin est assassiné en novembre 1995, et son successeur, qui doit prendre la place, Shimon Peres, perd les élections en 1996. Moi, je pense que l'échec de la gauche et du processus de paix peut être daté de 2000. Je vous explique pourquoi. Oslo, sans faire d'illusions, vous devez comprendre qu'elle a permis en Israël de normaliser tout un travail qu'avaient fait les militants de la gauche israélienne depuis presque une décennie. C'est-à-dire qu'avant la poignée de main entre Rabin et Arafat, dès les années 70, mais surtout 80, tout un ensemble de militants de la gauche israélienne, sionistes comme non sionistes, avaient déjà commencé à aller du côté palestinien, à faire des rencontres entre professeurs, entre enseignants, entre anciens combattants militaires, bref, tout un ensemble d'associations qui commençaient à se former, mais qui étaient vues en Israël comme des traîtres, comme des gens qui en gros vont travailler avec l'ennemi. La poignée de main entre Arafat et Rabin va profondément dynamiser tout ce tissu associatif, puisque plein d'Israéliens qui jusque-là étaient relativement, disons, neutres dans cette question, commencent à se dire, bon bien, si le Premier ministre à la tête du pays, et en plus Rabin, ancien général de l'armée israélienne, ancien chef d'état-major, donc pas quelqu'un qu'on peut percevoir comme un traître à la patrie, serre la main à celui qu'on a considéré historiquement comme un terroriste, c'est bien qu'on peut discuter avec les voisins palestiniens. Les associations qui existaient à l'époque, dans les années 90 en Israël, témoignent justement de ce dynamisme qu'elles connaissent dans les années 93, 94, 95, où plein de gens commencent à vouloir venir dans les villages palestiniens pour les rencontrer, discuter, faire des lieux de rencontre, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe en 2000 ? En 2000, Ehud Barak revient au pouvoir. À la tête du Parti travailliste, il revient au pouvoir, élu notamment sur la base d'une relance du processus de paix. Il parvient à convaincre, notamment un petit peu quand même par la coercition, Yasser Arafat à aller à un nouveau cercle de négociation, qui est sous l'égide de Bill Clinton. Ce cercle de négociation est un échec, et au lendemain de l'échec de ce cercle de négociation, Ehud Barak a une phrase qui, pour moi, sans vouloir forcément simplifier les choses, mais pour moi a une phrase qui va complètement faire exploser les restes, les vestiges de cette gauche israélienne. Ehud Barak dit « Nous n'avons plus de partenaires pour la paix ». Et à plusieurs reprises, des personnes que j'interroge en Israël m'expliquent qu'en fait, cette phrase pour eux, ça a sonné comme un coup d'éclat. C'est-à-dire qu'en gros, c'était la fin en Israël de la possibilité pour la gauche de s'appuyer sur, disons, la population qui était neutre ou qui ne savait pas trop quoi penser de ça, pour aller vers un processus de paix. Cette population, disons d'Israël moyen, qui ne s'intéresse pas trop à la question, mais qui veut bien croire en la paix possible, depuis maintenant 10 ans, entendez la droite répéter que c'est un piège, Arafat ne veut pas la paix, Arafat est un terroriste, c'est un piège, ça n'ira nulle part. La gauche, elle, en tout cas le Parti travailliste qui historiquement symbolisait la main tendue avec Arafat, défendait l'idée qu'on pouvait aller vers une paix avec les Palestiniens, et lorsque le leader de ce parti-là dit en gros la même chose, on n'a plus de partenaire pour la paix, eh bien c'est l'effondrement. Puisqu'en gros les gens se sont dit, mais si la droite le dit depuis longtemps, c'est qu'elle avait raison, et donc pourquoi maintenant voter pour ce parti-là? L'effondrement est tel que même au sein du camp de la paix, même au sein de l'organisation de la paix maintenant, donc le camp de la paix, mais la paix maintenant, la grande organisation israélienne, beaucoup de militants disent clairement avoir complètement quitté le navire au lendemain de l'échec et surtout au lendemain du déclenchement, quelques semaines plus tard, de la seconde intifada, qui va vraiment mettre un terme à tout processus de paix possible et envisageable.
Vous devez vraiment avoir en tête cette idée que le refus et surtout la volonté de Ehud Barak de faire porter la responsabilité de l'échec des négociations sur Arafat va complètement mettre un terme à l'idée en Israël qu'on peut aller vers une paix avec les Palestiniens. Celui qui arrive derrière, Ariel Sharon, a une toute autre conception des choses. Il va vendre aux Israéliens un projet très simple, que Netanyahou a en partie repris, qui est que la séparation à l'amiable étant impossible, on va faire une séparation par la force, mais où on va tout détruire dans le camp des Palestiniens, et on laissera uniquement reconstruire là où ils accepteront, entre guillemets, de se soumettre à nos volontés. Donc on va séparer par la force, on ne laissera entrer des Palestiniens que ceux dont on a besoin pour travailler, et de moins en moins possible, ce serait quand même bien, et aller vers un État d'Israël qui a de moins en moins besoin d'eux, et surtout qu'on ne verrait plus les Palestiniens. On va débarrasser le problème. La construction du mur, le retrait de colons et de l'armée israélienne de la bande de Gaza, et on se sépare. On invisibilise les Palestiniens, sauf si on a besoin parfois pour des travailleurs. C'est le quatrième grand point que je veux évoquer avec vous. C'est le problème qu'Israël n'a en fait jamais réglé la question d'être soit démocratique, soit juif, puisque Israël s'est créé en tant qu'État juif et démocratique. Le problème étant que l'échec du processus de paix et la deuxième intifada plus la colonisation rend quasiment impossible l'établissement viable d'un État palestinien. Sauf que s'il n'y a pas d'État palestinien, la population qui vit en Cisjordanie va un jour ou l'autre, je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas pour l'instant c'est le processus vers lequel on va, être intégré ou devoir faire partie en tout cas de l'État d'Israël. Le problème est qu'aujourd'hui, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, les chiffres sont clairs, vous avez quasiment 50-50 entre population arabe et population juive. Ce qui veut dire que soit l'État d'Israël reste un État démocratique, et dans ce cas-là, on devra aller vers l'obtention de droits pour les populations palestiniennes. Si c'est le cas, la question d'un État d'Israël à majorité juive risque d'être contestée un jour ou l'autre. Si vous avez un autre processus, qui est que l'État d'Israël reste aux mains des Juifs et ne donne pas de droits démocratiques aux populations palestiniennes, il n'est plus démocratique, il est d'abord juif. Si vous n'établissez pas l'État palestinien, l'État d'Israël un jour ou l'autre devra se trouver face à ce problème majeur qui est que la population palestinienne devra bien être intégrée à autre chose. Sharon expliquait, la question n'est pas qu'Israël soit une démocratie, c'est qu'on reste juif. Le propos était clair et était anticipé. Et je pense même que c'est dans ce cadre-là, cette continuité-là, qu'il faut voir et percevoir la loi d'État-nation du peuple juif qui a été votée à l'été 2018 par la droite israélienne, qui a bien compris la situation, où l'article 1 de la loi dit que le droit à l'autodétermination pour la population en Israël appartient uniquement à la population juive. Et que même si un jour, démographiquement, il y a une contestation, c'est la population juive qui aura le droit de décider de l'avenir de l'État. Dans cette espèce de panorama que je vous ai dressé, vous devez donc comprendre que le vote à droite, pour une partie de la population juive, s'exprime d'abord et avant tout parce que, n'ayant pas d'offre politique proposant l'égalité pour tous, on veut s'assurer que les privilèges seront maintenus et qu'il n'y aura pas de partage des ressources avec des gens dont on ne veut pas participer parce qu'on ne nous propose pas de toute façon d'alliance pacifique avec eux. Donc on vote à droite d'abord pour maintenir ces privilèges. Il n'y a pas de mouvement d'ampleur chez les jeunes juifs orientaux. Il y a eu, en revanche, oui, la première grande révolte des juifs orientaux, c'est une révolte de gauche, que je parle dans le livre assez longuement, celle des Panthères Noires d'Israël, où dans les années 70, je raconte, donc fin 60, années 70, vous avez notamment des juifs, notamment originaires du Maroc, pas que, mais principalement parce que c'était un quartier au nord-ouest de Jérusalem, très pauvre, habité par des juifs orientaux, où leur révolte va être une révolte contre l'État d'Israël et le pouvoir de gauche en Israël qui est majoritairement ashkénaze, donc juifs européens, où eux en fait vont vouloir revendiquer le fait que leur identité de juifs arabes est méprisée en Israël parce qu'ils sont arabes. Et que dans ce cas-là, leur destin, ils pensent qu'il est lié au destin de la population arabe d'Israël, mais également des territoires occupés. Ça va être parmi les premiers groupes qui vont notamment aller vers une volonté de discuter avec l'OLP. Sauf que ce qui va se passer chez eux, ça va être que, bon, d'abord, une très forte répression, notamment par Golda Meir, qui était à l'époque la Première ministre, une très forte répression. Et surtout, deuxièmement, la guerre de Kippour qui arrive en 1973 va complètement faire passer, comme dans tous les États coloniaux de toute façon, faire passer leurs revendications au second plan, puisque la guerre implique une unité tous ensemble derrière l'armée, et donc ça va faire passer ça au second plan. Et ce qui est intéressant de voir, et dans le livre j'en parle beaucoup, c'est des études qui sont parues pour montrer qu'en fait,
la révolte des Panthères Noires d'Israël, ils sont appelés comme ça pour faire référence aux Black Panthers américains, puisque leur but c'était de faire peur à l'État d'Israël, comme les Panthères Noires faisaient peur à l'État américain. Et eux expliquaient qu'en fait, les études expliquent que leur volonté de se faire voir et entendre en Israël a tellement été réprimée qu'en fait, il y a un écho avec le fait que 10 ans après leur échec, se crée le parti Chasse, qui est le grand parti orthodoxe des Juifs orientaux, et qui aujourd'hui recueille une grande partie des voix. Ça veut dire qu'en gros, il y a eu l'idée, de manière concomitante, de dire on s'est révolté, non pas en tant que juif, mais en tant qu'individu et en tant que militant révolutionnaire, et on a été réprimé par la gauche au pouvoir, et bien maintenant, on va montrer à la gauche, entre guillemets, ce que c'est qu'être juif. Vous prétendez vouloir créer l'État des juifs, et bien nous, on va vous montrer ce que c'est qu'être juif, on va être, entre guillemets, plus juif que vous, en revendiquant une judéité bien plus affirmée sur le point de vue religieux. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a politiquement, et c'est intéressant de voir que c'est maintenu et ça continue à exister assez fortement. Face à la situation, qu'est-ce que la gauche peut faire? Il y a deux attitudes, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais en tout cas il y a deux attitudes qui pour l'instant sortent des gauches israéliennes. La première attitude, qui est celle notamment du Parti travailliste, c'est de considérer que l'utopie sioniste de gauche n'est pas un échec du tout, elle peut revenir sous une autre forme. Ce que dit aujourd'hui le Parti travailliste israélien, c'est qu'en fait, la question du processus de paix, c'est terminé. Il faut qu'on en parle parce qu'on nous demande d'en parler au niveau notamment européen, mais concrètement sur le terrain, c'est d'autres questions qu'on doit mobiliser pour avoir l'électorat progressiste juif avec nous. Et notamment, aux dernières élections, la question 1 du féminisme et des droits des femmes, d'où la figure de Merav Michaeli, cette dame qui a pris la tête du Parti travailliste avec un discours très féministe, et surtout deuxièmement, la question du droit de la défense des libertés individuelles et un front contre les religieux et la mainmise des orthodoxes sur certains ministères. Problème, on constate que le Parti travailliste aujourd'hui n'a plus que 7 députés à la Knesset et continue sa marginalisation. Pour une raison qu'on peut expliquer assez clairement, c'est que ce créneau-là, de dire en gros on ne parle pas de la question des Palestiniens, on se concentre sur la défense des libertés individuelles et un État, entre guillemets, laïque, est déjà pris par le centre. Yair Lapid, le centriste, depuis 2013, fait campagne sur ça. Et aujourd'hui, quand vous prenez Tel Aviv, qui est historiquement une ville qui a été un fief électoral depuis longtemps du Parti travailliste et de la gauche en général, on voit que dans de nombreux quartiers, c'est bien Yair Lapid, le centriste, qui gagne et qui obtient beaucoup de voix, notamment chez les progressistes juifs, chez ceux qui veulent défendre à la fois un libéralisme économique, puisque Israël n'est pas une start-up nation pour rien, libéralisme économique, défense des libertés individuelles, notamment droit des LGBT, à Tel Aviv c'est quelque chose qui compte et qui est très important, et troisièmement, mener la fronde contre la mainmise des religieux sur certains ministères. Et sur ça, on voit bien que Yair Lapid, lui par contre, aujourd'hui, c'est la principale figure d'opposition à Netanyahou. Il a obtenu 17 députés en mars 2021, 10 de plus quand même que les travaillistes, et c'est lui qui devrait normalement prendre la tête du gouvernement israélien prochainement lorsqu'il y aura la rotation au sein du poste de Premier ministre. Les propos de Gabi Leski, qui était l'ancienne secrétaire de la paix maintenant. La paix maintenant s'effondre au moment de la seconde intifada parce qu'elle dit que dans l'organisation, les militants ne comprenaient pas pourquoi les Palestiniens se révoltaient. Ils étaient tellement certains que la paix allait arriver, qu'il fallait s'arrêter, et en fait, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une question coloniale et une question surtout que les deux peuples ne sont pas au même point. Si vous osez faire une explication pour dire que, attention, les deux peuples ne sont pas au même point, donc non, les gens de bonne volonté des deux côtés n'arriveront pas à faire la paix juste par la volonté de faire la paix. Il y a une question coloniale. Comme ça m'arrive à France Culture, qu'est-ce qu'on vous répond derrière? Oui, mais et le Hamas alors? Et là, on bloque le débat. Parce qu'en fait, la question centrale, c'est d'abord qu'il y a une question coloniale. Le Hamas est une résultante de ça. Mais bon. Sur cette question, il y a une autre alternative qui a été tentée, ou du moins qui est toujours en cours d'espoir. C'est finalement quelque chose qui est assez vieux en Israël, qui a historiquement été lié au Parti communiste de Palestine puis d'Israël, qui est de vouloir fonder une gauche alternative et surtout arabo-juive. Une gauche qui pourrait prendre en compte les aspirations de la population arabe en Israël, ou palestinienne comme vous voulez, et qui irait vers une fusion ou une synergie avec les aspirations de la population juive progressiste. Problème, au lendemain de la seconde intifada, dans les années 2000-2010, cette gauche, qu'on peut qualifier de non-sioniste, expliquait très bien sa problématique, à savoir que
si elle veut espérer rassembler une part importante de la population juive en Israël, elle ne peut pas se montrer comme anti-sioniste. Puisqu'il y a encore en Israël une nostalgie et une volonté d'être sioniste, en tout cas de défendre ce projet sioniste. Donc il faut le ménager, le sionisme. En tout cas, il faut trouver une alternative. Si on veut au contraire rassembler une population ou une part importante de la population arabe palestinienne d'Israël, les 18% d'Arabes qui habitent en Israël, qui vivent en Israël, eh bien il faut au contraire montrer clairement qu'on est contre le sionisme, en tout cas qu'on ne veut pas défendre le sionisme. Le Parti communiste explique qu'étant entre les deux, on prend des coups des deux côtés et parfois on n'arrive à rien faire. Donc il fallait trouver une troisième voie. Cette troisième voie, je ne dis pas qu'elle a été théorisée par lui, mais en tout cas c'est lui qui l'a expliqué le plus clairement, a été mise en place à partir de 2013 et surtout 2015 par le député communiste arabe Aymen Odeh, à la tête de la liste unifiée. Son idée est très simple, et je terminerai sur ça. Aymen Odeh dit qu'en Israël aujourd'hui, la droitisation est telle, les forces droites sont tellement importantes, que si le centre-gauche et la gauche progressiste espèrent pouvoir former un gouvernement sans l'extrême droite et sans les religieux, elle devra nécessairement se tourner vers nous, c'est-à-dire les 18% de Palestiniens qui sont en Israël. Ce qui dit en gros, c'est qu'il y a autour de 30% aujourd'hui de juifs encore progressistes en Israël qui sont prêts à voter pour des partis progressistes. Si on s'allie avec eux, on peut former une force politique importante. Sauf que lui, de son côté, il devait réussir également à être convaincant. Qu'est-ce qu'il a donc fait Aymen Odeh, avec d'autres évidemment, ce n'est pas le seul. Ils ont rassemblé l'ensemble des partis palestiniens d'Israël sur une seule liste. Le Parti communiste également, et l'ensemble des partis palestiniens d'Israël. Ça allait des nationalistes arabes, aux islamo-conservateurs, aux nationalistes, bref. Tout le monde était sur une seule liste en disant, voilà, on va essayer de dynamiser le vote palestinien d'Israël pour augmenter notre nombre de députés, afin de devenir une force politique tellement importante que, pour former un gouvernement, de centre-gauche, en tout cas contre l'extrême droite et les religieux, il faudra forcément se tourner vers nous. Mars 2020, Aymen Odeh parvient à obtenir 15 députés. Il s'appuie notamment sur des résultats électoraux absolument incroyables et historiques, puisqu'il obtient plus de 90% des voix dans les grandes villes palestiniennes d'Israël. Le taux de participation chez les Palestiniens d'Israël est un record, plus de 65%, quasiment du jamais vu, clairement. Et arrive le moment de négocier, et négociation s'entame. C'est-à-dire que le principal opposant Netanyahou, Benny Gantz à l'époque, accepte de négocier. Il y a des photographies des rencontres qui sont prises. Bon, c'était le Covid à l'époque, je ne pouvais pas être sur place, mais les photos étaient assez folles de voir les rencontres et les discussions. On sait aujourd'hui qu'en gros, ODE a proposé une offre très simple. On vous soutient contre notre projet d'égalité totale. Ce qu'on veut aller, nous, c'est aller vers l'égalité. Il y a un ensemble de conditions et de revendications, mais on va aller vers ça. Les négociations s'éternisent et elles capotent, notamment lorsque au moins 3 députés dans le camp de Benny Gantz, donc dans le centre-droit, centre-gauche opposé à Netanyahou, au moins 3 députés font défection, considérant qu'il est impossible de soutenir un gouvernement qui n'aurait pas de majorité juive à la Knesset. Ça capote, il y a un gouvernement d'union entre Netanyahou et Benny Gantz pour également gérer la crise Covid qui était en train d'arriver, et face à ça, Aymen Odeh, la liste unifiée, s'effondre. Elle s'effondre parce qu'en son sein, il y aura une scission qui va s'effectuer, où un des partis, le fameux parti islamo-conservateur, fait scission, considérant que la stratégie d'Odeh qui a été vendue depuis 2015, en fait, ne fonctionne pas. Puisqu'ils expliquent que Odeh, de par sa volonté d'aller vers un État totalement égalitaire et surtout de défendre l'égalité absolue pour les populations juives et arabes en Israël, eh bien, quand ça négocie, il est face à un mur. Et ce que dit aujourd'hui le parti islamo-conservateur dirigé par Mansour Abbas, membre actuellement du gouvernement, c'est justement ça. Il dit qu'en fait, Israël ne sera jamais un État égalitaire. C'est l'État pour les Juifs. Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas, mais dans ce cas-là, on fait face à des illusions politiques perpétuelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mars 2021, nouvelle élection, Aymen Odeh tombe à 6 députés, enfin, sa liste unifiée tombe à 6 députés. Les islamo-conservateurs obtiennent 4 députés. Et lorsque les négociations débutent, Odeh est complètement mis de côté. Il n'est même pas invité aux négociations. Et au contraire, le centre-gauche forme un gouvernement avec qui? Eh bien avec l'extrême droite.
C'est-à-dire que ce que disait Audet en 2015, à savoir que si ces gens veulent vraiment former un gouvernement sans l'extrême droite et les religieux, ils devront forcément se tourner vers nous. Sauf que non, ils ont préféré se tourner d'abord vers l'extrême droite pour s'assurer un gouvernement qui serait anti-Netanyahou, mais qui n'aurait pas à s'appuyer sur cet électorat, en tout cas sur cette liste, qui est une liste qui prône avant tout l'égalité. Et là, on a quand même une logique coloniale, puisque sans faire de parallèle qui n'a aucun sens, mais si vous étudiez la politique française à l'égard de leur colonie à l'époque, notamment en Algérie, ça a toujours été de privilégier et de mettre en avant les groupes les plus réactionnaires et conservateurs dans la population coloniale. Les favoriser, les mettre en avant et montrer qu'en faisant ça, ils obtiennent des choses. Et là, actuellement, Mansour Abbas, par exemple, qui est membre du gouvernement, enfin, qui compte dans la coalition et qui a un rôle assez important, qui est donc le leader des islamo-conservateurs, eh bien, Mansour Abbas parvient à avoir une espèce d'image de personne qui obtient des choses que aucun autre député avant ou membre d'un gouvernement ou soutien d'un gouvernement arabe en Israël n'a jamais obtenu. Par exemple, la fameuse régularisation des 3 villages bédouins, un budget d'investissement historique pour la communauté arabe en Israël, tout ça en gros il l'obtient et il dit en gros, bah voilà, ma stratégie à moi elle compte, c'est de dire que cet État ne sera jamais un État égalitaire. C'est l'État pour les Juifs, et nous face à ça, on ne demande pas d'égalité, on demande un peu plus de droits, un peu plus de confort. Surtout, regardez bien, c'est que dans tous ses discours, il ne se dit jamais comme palestinien, il dit d'abord qu'il est arabe-israélien, voilà, et il y a vraiment une volonté de rupture. Un élément qu'on doit prendre en compte, c'est que Ayman Odeh et la liste unifiée a complètement dynamisé la politisation de la population palestinienne d'Israël. Si bien qu'en mars 2021, pour la campagne électorale, quasiment tous les partis israéliens, même Netanyahou, même l'extrême droite, a été faire campagne dans les villes palestiniennes d'Israël. On a vu les affiches où Netanyahou se faisait appeler Abou Yair, Abou le père et Yair c'est son fils. Il disait en gros, bah, regardez, je ne suis pas contre vous, moi, je suis Abou Yair, votez pour moi, vous aurez des choses, etc. Pourquoi? Parce que dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, où la société juive est tellement fracturée et où chacun vote déjà pour ses camps, c'est bien chez les Palestiniens d'Israël qu'on peut espérer obtenir un nouvel électorat. Sauf que l'obtention de ce vote-là ne se fait pas sans condition. Il faut comprendre que du coup la situation actuelle elle est très simple, c'est que même un Mansour Abbas avec 4 députés parvient non pas à faire plier, mais en tout cas à renégocier un point important qui est actuellement en cours, c'est l'expropriation de population bédouine dans le sud d'Israël, au profit soi-disant de la plantation des arbres, parce que cette population aujourd'hui, elle est tellement importante pour la stabilité politique de n'importe quelle coalition qu'on ne peut plus faire sans eux. Et ça, à mon avis, c'est un élément qui, pour le futur et les prochaines années, va être l'un des plus déterminants, peut-être pas le premier, mais en tout cas un des plus déterminants pour la suite de la politique en Israël. Je donne 4 perspectives intéressantes pour le futur, que j'ai analysées, que j'ai vues, voilà, je les donne comme ça, on verra ce que ça donnera. L'une des perspectives, c'est la formation en Israël, depuis 2012-2013, d'un mouvement qui s'appelle Standing Together, qui est un mouvement qui est encore assez faible, hein, c'est autour de 4 à 5 000 militants, voilà, mais qui essaie en fait d'aller vers ce qu'on appelle une intersectionnalité des luttes. L'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire qu'eux estiment qu'en fait, la paix maintenant et le camp de la paix, c'est fourvoyer en pensant qu'on pourrait faire la paix avec les Palestiniens sans en même temps lutter en Israël contre le lobby colonial et les inégalités socio-économiques. Et en même temps, eux expliquent que un mouvement comme le mouvement social des détentes de 2011, vous savez, où les jeunes sont entrés dans les rues à Tel Aviv pour protester contre la hausse des loyers. Ce mouvement-là s'est fourvoyé en pensant qu'en Israël, on pourrait obtenir des victoires sociales importantes en ne regardant pas et en mettant de côté la question palestinienne et la question coloniale. Et donc Standing Together essaie en fait d'expliquer qu'il faut prendre les deux en même temps. C'est-à-dire que la paix maintenant, en se focalisant uniquement sur la question d'une paix possible avec les Palestiniens, laisse de côté les autres questions qui font qu'elle n'est plus audible auprès des populations juives en Israël, elle n'a plus d'emprise sur la réalité. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est qu'en 2011, c'est ma première expérience en Israël, j'avais jamais été avant, c'est ma première fois, et en 2011, puis en 2012 encore, je me retrouve là-bas lorsqu'il y a le mouvement justement détente. Et comme un étudiant qui essaie de faire des rencontres, j'arrive à entretenir avec des responsables du mouvement de détente, notamment le responsable du syndicat étudiant, et surtout, j'arrive à rencontrer le secrétaire général des jeunes communistes de l'époque, Alon Nigrin, qui était à l'époque un des coordinateurs du mouvement détente.
Et ma question que je lui pose, naïve évidemment à l'époque, je dis écoute, j'ai participé à des manifestations, j'étais enthousiasmé, c'est fou et tout ça, ce monde contre Netanyahou, mais pourquoi personne ne parle des Palestiniens? C'est absent totalement, même la question coloniale, elle est absente, vous ne parlez que de vos problèmes de loyer et social. Et lui me dit en fait c'est simple à comprendre. Il faut s'imaginer nos réunions de coordination avec tous les représentants des mouvements sociaux, des syndicats, etc. On est dans une pièce, et dans la pièce, il y a un énorme éléphant, mais personne ne le regarde. Parce que si on est au milieu de la pièce, on ne se voit plus entre nous, on ne peut plus se parler entre nous. L'éléphant, c'est les Palestiniens. Et il dit aujourd'hui en Israël, et c'était en 2012, pardon. Il me dit aujourd'hui en Israël, si tu veux faire un mouvement social d'ampleur, tu dois ignorer la question palestinienne. Sauf que nous, à l'époque, on savait très bien qu'on allait se fourvoyer. Donc des fois, on essayait de mettre des pancartes tout cas en référence. Qu'est-ce qu'on nous disait? C'est pas le sujet. Sauf que si, c'est le sujet justement. C'est le sujet parce que l'économie israélienne, je l'ai expliqué juste avant, j'espère de manière assez convaincante, est en partie basée sur la question coloniale, du lobby colonial, et la question également du complexe militaro-industriel. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lui, explique, à travers Standing Together, et à travers même un mouvement comme la liste unifiée, puisqu'il est lié avec MNED et la liste unifiée, qu'en fait, on ne peut pas ignorer ces questions. Elles sont toutes liées entre elles. Toutes. Au sein de la liste unifiée du Parti communiste, on va défendre un boycott des produits des colonies. Ça paraît tout à fait justifié parce qu'il faut combattre ça. Au sein de la gauche traditionnelle, c'est beaucoup plus complexe. Au sein du Meretz, ils ne l'affirmeront pas publiquement, mais il y a des militants qui considèrent que le BDS international est une bonne chose parce que ça va vers des produits des colonies, hein, pas d'Israël. Là, ils sont tous opposés à ça, clairement. Même le Parti communiste israélien n'est pas en faveur du BDS, même des produits israéliens, en tout cas aux dernières nouvelles. D'abord parce qu'eux estiment qu'en fait c'est contre-productif, que ça va amener une radicalisation. C'est leur opinion, on peut estimer qu'ils se trompent ou pas, mais en tout cas c'est leur opinion. Et le Meretz, c'est le parti travailliste, donc je disais, au sein du Meretz, donc il y a un petit peu cette gauche sioniste, disons, radicale si on veut, vous avez des idées qui sont au sein des militants un peu plus nuancées, où on pense qu'il faut aller vers un soutien, en tout cas que le BDS est quelque chose de bien, parce que ça oblige les Israéliens en fait à se rendre compte qu'ils devront un jour ou l'autre payer le prix de la colonisation. Voilà. Et au sein du Parti travailliste, c'est absolument impensable, pour le moment en tout cas, c'est absolument impensable d'avoir le moindre soutien au BDS pour une raison, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux attitudes face à la droitisation. Le Parti travailliste continue aujourd'hui de penser que l'utopie sioniste de gauche peut de nouveau se réinventer et revenir. Et que face à ça, il faut rester dans le credo national. C'est pour ça, par exemple, que je me souviens de Isaac Herzog, qui était l'ancien secrétaire général, l'ancien président du Parti travailliste. Isaac Herzog disait, quand on lui reprochait de droitiser le parti, il disait c'est pas moi qui droitise le parti, c'est la société qui se droitise, moi je fais que la suivre. Voilà, en fait, ça va un peu dans le même sens, quoi. En gros, le BDS est tellement aujourd'hui honni en Israël par l'état-major israélien de l'armée, par l'opinion publique en général, parce que c'est perçu comme un truc menaçant pour eux, que le Parti travailliste ne s'y implique pas. Voilà. Maintenant, si vous voulez, il y a des gens en Israël qui défendent un boycott total, mais ils sont relativement peu et faibles. Le soutien aujourd'hui à Israël, il a évolué et il faut qu'on arrive à le comprendre. Parce qu'il y a un piège en fait sous-jacent dans lequel il ne faut pas tomber. De sa création, en gros, jusqu'aux années 80, à peu près, Israël, l'argument premier pour lequel l'Occident le défendait, c'était la question notamment de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait le défendre parce qu'il y avait un droit aussi de réparation, etc. Il a le droit d'exister comme État. État refuge, etc. Il a le droit d'exister comme État. Sauf que le massacre de Saïf al-Shatila en 82 et la première intifada a rompu dans l'imaginaire européen, à mon avis, mais surtout d'Europe de l'Ouest, voire même peut-être Amérique du Nord, je ne sais pas, mais en tout cas Europe de l'Ouest, l'idée que cet État ne fait que se défendre. Et qu'il a le droit d'exister en tant que tel, et les autres sont tous des ennemis qui veulent l'exterminer. La première intifada, Rabin notamment expliquait en partie, et je tiens ça des discussions qu'avait eu Uri Avneri, un illustre militant pour la paix, avec Rabin. Avneri expliquait qu'en fait, Rabin avait compris qu'on ne pouvait plus se satisfaire de ce simple argument. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas garder un soutien indéfectible de l'Occident uniquement sur ça. Sur le fait de dire qu'il s'est passé le génocide des Juifs, donc vous devez maintenant nous soutenir parce qu'on y a droit, etc. Non. Ce qui s'est passé la première intifada et la répression qu'on a mise en place, en plus qu'il a mise en place, de toute façon, Rabin, je dis bien, eh bien fait qu'il faut qu'on renouvelle, entre guillemets, la question de notre soutien.
D'où notamment le processus d'Oslo et la volonté de paraître beaucoup plus pacifique et d'aller vers une espèce de relation beaucoup plus stable avec les Palestiniens. L'échec d'Oslo a fait exploser en Israël le fait qu'on doit trouver un nouveau terrain de soutien. Ce terrain de soutien, à mon sens, c'est ce que c'est Sharon qui va en partie le trouver en expliquant à partir de 2001 que votre Ben Laden, c'est notre Arafat. Qu'en gros, nous, on a Arafat, vous avez Ben Laden. C'est-à-dire qu'en gros, il va complètement sortir la question du nationalisme palestinien de ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement de libération et décolonial, pour le mettre uniquement sur une base terroriste et surtout à dominance islamiste. Favorisé évidemment par l'arrivée dans les années 90 sur la scène politique palestinienne de manière importante du Hamas et du djihad islamique palestinien, qui vont favoriser ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui en Israël, même les jeunes Israéliens qui vont combattre dans l'armée, on ne leur dit pas forcément « donne de ton temps pour l'effort collectif pour ce que l'État doit exister », parce qu'ils savent que l'État d'Israël, quoi qu'il arrive, ne sera pas supprimé. La menace iranienne en Israël, en fait, les sondages montrent que peu de gens y croient vraiment que l'Iran va réussir à rayer Israël de la carte. Sauf que ce qui fait sens en revanche, c'est de dire aux jeunes Israéliens « tu dois prendre les armes et aller faire l'effort collectif 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, aller à l'armée, parce que l'armée israélienne est une avant-garde dans la guerre contre le terrorisme. Parce que face à toi aujourd'hui, tu as une population avec peut-être Daesh dans la région, avec le Hamas, avec le djihad islamique palestinien, et c'est le terrorisme international. Vous devez comprendre ça parce que ça fait sens politiquement. Et lorsqu'on rencontre des députés, pas forcément des ministres, parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'en ai rencontré, mais en tout cas des députés qui ont un poids, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un argument récurrent. Israël est un allié dans la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et donc même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font, on ne peut pas nier qu'ils nous donnent des renseignements, etc., etc. En 2017, et ça retenez bien ce que je dis vraiment, en 2017, à l'université de Tel Aviv, a eu lieu une conférence avec Philippe Val, présenté comme ancien patron de Charlie Hebdo, ce qu'il a été, mais c'était son titre de présentation, et M. Frédéric Ancel, géopolitologue français bien connu pour avoir des positions tout de même assez pro-israéliennes. C'était intitulé « France-Israël, deux démocraties face au terrorisme ». Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est un piège qu'on nous tend. D'abord, ce piège, c'est de nous faire croire en France qu'en fait, il y a un conflit de civilisation générale et que Israël, parce que État juif est allié avec nous en tant que civilisation chrétienne contre le monde musulman menaçant, premièrement. Là, je pense que c'est un piège qu'on nous tend. Et tout deuxièmement, parce que ça légitime le droit, tout droit qui est donné à Israël au nom de cette lutte contre le terrorisme. Et de manière perpétuelle. Et c'est ça, on a vu aujourd'hui qu'il faut combattre. Et à chaque fois que j'entends dans les médias des discours sur la lutte contre le terrorisme, le renforcement du processus sécuritaire, le modèle israélien, etc., il faut vraiment s'en méfier et il faut le dénoncer. Israël aujourd'hui dans la région du Moyen-Orient est davantage un incubateur de terrorisme et de radicalisation, clairement, plutôt que comme un État qui permet de combattre et de stabiliser. Et j'en viens à ma conclusion pour dire que les accords d'Abraham qui ont été passés entre Israël et les États de la région montrent bien ça. C'est que lorsque on se félicite par exemple de voir Israël faire la paix avec les Émirats Arabes Unis, il faut savoir ce que c'est que les Émirats Arabes Unis, politiquement dans la région. Les Émirats Arabes Unis, c'est l'un des principaux pays qui a financé et qui continue de payer toutes les forces réactionnaires et antidémocrates dans le monde arabe, sous prétexte de lutter contre l'Iran et les frères musulmans, etc. Et là, il y a un élément qui fait sens, politiquement. C'est qu'en fait, les Palestiniens sont complètement dépassés et mis au second plan par rapport à ça. Sauf que, c'est en tout cas moi ce que je pense sincèrement, et je continue encore à ça, on ne peut pas imaginer faire la paix dans la région parce qu'on voit que les peuples, eux, ne sont pas dupes de ces manigances-là. Même au niveau du Maroc, hein, les alliances entre Israël et le Maroc, on voit bien qu'au sein de la population marocaine, les enquêtes d'opinion montrent que c'est pas pour autant que les Marocains sont moins pro-palestiniens qu'avant. Après, il y a le roi, donc c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit qu'on ne peut pas faire la paix dans la région sans au préalable régler la question coloniale et la question de la liberté des Palestiniens. Pour faire un parallèle simple, et je pense qu'il fait sens pour nous ce parallèle-là, c'est exactement comme si on avait dit qu'on allait créer l'Union européenne sans auparavant régler la situation entre la France et l'Allemagne. C'était impossible. C'était d'abord celle-là qui sera et après on fait une paix. Là c'est la même chose. On nous fait croire qu'on va vers une pacification. Je pense qu'en fait on ne fait que retarder une autre explosion qui aura lieu malheureusement parce qu'il y a tant de questions qui ne sont pas réglées. Et d'abord celle de la démocratie, de l'unité des peuples et la question palestinienne qui reste majeure. Et on l'a vu, vous avez vu au printemps dernier. Hein. Au printemps dernier ça a explosé et c'est des répercussions quasiment dans toute la région.
en Jordanie, au Liban, enfin en Égypte. Tout pour s'en garder, mais en tout cas, ça a eu des répercussions. Trump avait un large soutien en Israël. La population juive aux États-Unis a voté majoritairement Biden. Elle n'a pas voté Trump. Il y a de réels débats et de réels affrontements au sein de la population juive américaine aujourd'hui sur le soutien à Israël. Un élément important qui peut paraître complètement minime, mais on doit quand même voir ça. Si il y a 4 ou même 6 ans en arrière, à la Chambre des représentants, quelqu'un avait proposé l'arrêt, ou du moins de conditionner l'aide militaire à Israël. Il n'y aurait eu quasiment aucun soutien. Aujourd'hui, il y a eu 19 représentants sur la Chambre des représentants qui ont voté pour conditionner l'aide, et cette proposition a eu un soutien, pas majoritaire, mais un soutien au sein de la population juive américaine. C'est que le grand lobby juif aux États-Unis, l'AIPAC, continue à être un soutien d'Israël, avec des débats en interne, un soutien d'Israël. Au congrès d'AIPAC maintenant, vous avez en face du congrès une manifestation de jeunes juifs américains avec des pancartes pour dire « vous ne nous représentez pas ». Et au sein de la population juive américaine aujourd'hui, vous avez toujours un judaïsme libéral qui entre pleinement en confrontation et en conflit clair avec le judaïsme rabbinique en Israël. Vous prenez par exemple la question, pas forcément épiloguer sur ça, mais la question du mur de lamentation en Israël. Le rabbin d'Israël qui a la main mise dessus refuse par exemple des espaces mixtes de prière. Là où le judaïsme libéral majoritaire, il me semble, aux États-Unis, et le fait de voir l'État d'Israël soutenir le rabbinat pour dire pas d'espace mixte, nous c'est un truc qui fait pas sens, mais en fait pour des populations juives et culturellement juives, c'est un truc qui apparaît aberrant. Et donc il y a vraiment une vision de dire, bon, on soutient Israël parce que c'est un État qui est en prise avec les États de la région, et surtout parce qu'on veut qu'il ait moyen de se défendre. Ceci dit, il y a quand même une idée de dire de plus en plus que cet État va pas dans le bon sens. Et que cette espèce de volonté de colonisation et voire même d'annexion, vraiment n'est pas soutenue par la population juive américaine. Je vous remercie en tout cas.